En fait, je suis prof de maths, en fait, au lycée Jean-Paul Sartre de Bron, où on a les classes bilingues. Et donc, nous arrivent des lycéens bilingues LSF français écrit. Et nous arrivent des élèves un peu s'ils signent à peu près, qui sont sourds à peu près et qui écrivent à peu près. Ben, ils ont le droit de venir au lycée chez nous, puisqu'il n'y a que 2 lycées en France qui proposent une scolarité bilingue français écrit. Sauf que du coup, comme les élèves nous arrivent avec des niveaux en français, mais alors complètement différents, et des français vraiment typiquement de chaque famille ou chaque établissement ou chaque région, quand on a des élèves, on en a là, cette année on en a 13, ils nous viennent de Poitiers, Toulouse, Lyon, de Chambéry. Alors vous imaginez le mélange que ça nous donne. C'est un niveau dans chaque matière qui n'a rien à voir, mais on en revient toujours à cette question de la langue écrite, le français écrit, parce que, ok, alors moi surtout je fais des maths, mais s'ils ne comprennent pas les consignes, ils ne peuvent pas y répondre. Ouais. Surtout au lycée. Et puis, s'ajoutera, et je vous en parlerai plus longuement plus tard, sur le fait qu'en plus, moi en maths, du coup, il y a la langue des maths, la langue du français, la langue des signes et la LSF maths en fait. Ça fait 4 langues différentes. Parce que si je vous dis le mot intégration, chacun s'en fait une image. Et pour moi, c'est une belle intégrale avec une aire sur une courbe. C'est pas du tout la même chose que ce que vous êtes imaginé dans votre tête, j'imagine. Et je pense que si on écrit le mot au tableau, chacun s'imagine un truc. Là, on est dans un contexte avec effectivement une intégration, on va dire, d'un type d'élève qui est sourd dans une intégration, dans une scolarité normale. On s'imagine ça. C'est le contexte qui veut ça. Si je discute avec des matheux, intégration, ça va être forcément une aire sous une courbe. Alors, si je demande à un interprète d'interpréter que le mot intégration comme ça, il ne saura pas du tout ce qu'il doit dire. Il pourra pas, et c'est normal, il n'aura pas le contexte. Et quand bien même, si je lui donne le contexte des maths, il ne saura pas le faire, parce que le terme intégration en maths, en langue des signes, n'existe pas forcément. Du coup, voilà, un interprète, on va dire lambda, épellera et on me mettra le contexte après. Moi, ça me dérange de dire, alors, je vous le donne, intégration comme ça pour des enfants sourds qui s'intègrent dans une classe. Et une intégration en maths, je vous la donne, voilà, c'est rien à voir. Et en fait, c'est aussi du coup, pour moi, un grand problème au quotidien, parce que du coup, ma langue maternelle, c'est l'oral. J'ai appris la langue des signes à peu près. J'ai été balancée dans une classe avec des élèves de seconde, qui heureusement venaient presque tous du même endroit, avaient un très bon niveau de langue écrit. Ils venaient de Lyon. Voilà, on va être honnête, ils venaient de Lyon, d'une école publique, et ils ont fait toute leur scolarité dans un parcours bilingue français-écrit. Alors, heureusement qu'ils étaient là, parce que moi, mon niveau de langue des signes pour interpréter directement un cours de maths de seconde, quand on a vu les animaux et les verbes et les pays, franchement, c'est pas facile pour le terme de l'éducation. C'était ma première année d'enseignement. Donc, il y avait tout qui allait pas du tout avec la théorie qu'on m'avait enseignée, quoi. Parce que on m'avait fait faire des beaux trucs, et c'était des maths pures avec des élèves lambda, et là j'étais dans un contexte qui était complètement différent. Alors heureusement pour eux, je crois, et je suis très visuelle et j'ai toujours beaucoup fonctionné avec du visuel. Alors très rapidement, j'ai effacé tout ce que j'avais prévu et puis j'ai fait autre chose. Et tu parlais tout à l'heure des formations et des didactiques appropriées. Il n'y en a pas. C'est à tout à construire. Et on construit ça à notre échelle. C'est-à-dire que je construis ça au quotidien. Et comme on est 2 en France, en fait, à faire la même chose, il y en a ma collègue Toulouse qui est complètement comme moi, donc elle est prof au lycée et elle parle un peu la langue des signes. Et on est 2, alors on essaye d'échanger sur nos pratiques, mais c'est sûr que c'est nous les ressources pour l'instant, et c'est ce qu'on voit, et avec un recul tellement... À Toulouse, ils ont un plus grand recul. Nous, à Lyon, moi, j'ai donc commencé avec des élèves qui étaient en seconde et qui sont en année post-bac là, cette année. Donc ça veut dire ça fait 4 ans. Et 4 ans sur un recul d'éducation et d'un système didactique, c'est quoi ? C'est une poussière. Et avec
là c'est mon côté matheux, excusez-moi, mais qui a un échantillon tellement petit que comment expliquer que c'est mon enseignement, leur histoire, leur concept qui ne va pas, ou qui, voilà, et ça fait que c'est un peu laborieux quand même au quotidien. Et tout est toujours à reconstruire, déconstruire. Et j'essaye de prendre une distance, moi, face à 3 élèves qui comprennent strictement rien à ce que je leur raconte. C'est moi, c'est eux, c'est le concept d'avant, parce que du coup, quand ils arrivent au lycée, quand même, je pensais que le concept de multiplication était quelque chose de connu et compris, en fait, pas du tout. Et comment passer avec des équations, des systèmes et des intégrales après, quand ça, c'est pas clair, quoi. Donc, avoir le même nombre d'heures de maths avec un autre enseignant ou tout ça, c'est clairement très, très compliqué. Et donc, nous, au lycée, on a 3 configurations possibles, en fait, d'enseignement. On a un prof généralement sourd, mais pas forcément, qui enseigne directement aux élèves sourds, comme on a vu dans l'école de Condorcet. On a du co-enseignement, donc d'un professeur qui parle uniquement, et un professeur qui parle et qui signe. Et on a la version un prof qui parle uniquement avec un interprète qui vient interpréter ses cours. Donc les 3 configurations ont leurs problématiques. Je parlerai rapidement du cours direct parce que tout le monde voit un avantage à un cours direct. On parle de la langue, il n'y a pas d'intermédiaire. On peut adapter justement la pédagogie à notre public. L'interprétariat, c'est bien, mais on passe par... Non, je suis désolée, on passe par un intermédiaire qui ne connaît pas forcément les concepts qui sont enseignés. Surtout quand on arrive en terminale S avec des cours de sciences de l'ingénieur et que nos pauvres interprètes sont peut-être pas que ça, c'est pas leur bagage de formation, quoi. Sciences de l'ingénieur, c'est très compliqué, avec là aussi de problèmes de vocabulaire qui n'existent pas, etc. Et ces interactions qui ne peuvent pas, absolument pas être traduites, tout ne peut pas être traduit et interprété, quoi. Ça, c'est indéniable. Et avec des enseignants qui, des fois, jouent plus ou moins le jeu, donc ça, c'est encore plus compliqué. Avec un enseignant qui dit « je fais mon cours, de toute façon, l'interprète est là, il raconte tout aux sourds, et puis ça ira. » Ça, c'est très fréquent dans notre lycée, quand même. Et ça, c'est vache, et parce que surtout que l'interprète, il n'a pas le droit de reprendre les élèves, il a quand même un rôle de neutralité qui ne peut pas, il peut pas expliquer, parce que c'est pas son rôle. Et c'est atroce. On pourra faire témoigner notre interprète. Et cette année, au début, je militais beaucoup pour avoir absolument pas de co-enseignement et avoir mes élèves et faire ma pédagogie et mes trucs. Alors, c'était bien. Non, c'est très bien d'avoir... Mais dans une idée d'intégration, ça me gênait quand même à chaque cours, les sortir pour les mettre dans une autre classe, en fait. C'est quoi l'intégration, du coup ? Et bon, petit à petit, du coup, les élèves, je les ai toute leur scolarité au lycée. Donc il y a d'autres paramètres qui viennent on en a marre, l'un avec les autres. Et eux et moi, c'est compliqué. Et du coup, je me suis dit cette année, je vais tenter quelque chose, je vais essayer le co-enseignement. Parce que 2 situations se présentaient. Il y avait 2 élèves de terminale, des premières S qui allaient aller en terminale S. Et je me suis dit quand même, c'est des élèves qui vont poursuivre leurs études et qui auront probablement plus l'avantage d'avoir un cours en direct, chouchouté, bichonné. Alors on va voir pour apprendre un peu d'autonomie face à ces élèves. Et puis terminale S, c'est 8 heures face à face quand même. Je me suis dit 1 versus 2 qui en ont rien à faire de ce que je raconte. Peut-être que je vais craquer. Donc faisons quelque chose pour notre bien-être à tous et on va essayer cette histoire de co-enseignement que certains collègues en SVT m'ont plutôt bien vendu. Alors le bilan, on est bientôt en juin. Le bilan, c'est très compliqué. Je ne suis pas interprète, donc dès qu'il y a une interaction professeur-élève, je l'écoute. Si elle me paraît pertinente, mais ça veut dire que c'est mon jugement à moi, si elle me paraît pertinente, j'en parle aux élèves sourds en leur disant « coucou, il y a cet élève qui s'est posé telle question. La réponse du professeur a été blablabla. » Et sinon, je te disais tout à l'heure,
et je repars sur ce que j'étais en train de raconter moi, parce que je ne traduis pas ce que mon collègue dit. Je ne traduis pas parce que je suis incapable de traduire en direct, puis en plus il utilise ses mots, et en fait avant, quand j'avais mes cours en direct, je mettais un peu mon cerveau en mode LSF. J'arrivais dans la salle, pouf, et puis ça se passait bien. Mais switcher de langue, c'est très très dur. Parce que c'est pas du tout la même construction de phrases, même de concepts. C'est difficile quand j'en viens à des concepts très particuliers ou très complexes, comme les nombres complexes. Par exemple, il faut que je puisse être dans une réflexion en LSF, pas modifiée par ce que mon collègue peut dire. Et ça, c'est super dur, surtout que il faut aussi une entente et une préparation au préalable qui n'est pas toujours effectuée. C'est-à-dire que j'ai quand même souvent un peu un rôle d'assistante, enfin pas vraiment d'assistante, mais c'est difficile de se mettre exactement d'accord sur ce qu'on va dire et comment on va le dire, parce qu'on change aussi notre discours face au public, ce que je suis en train de faire exactement là maintenant. S'il y avait eu un interprète, il aurait été dégoûté, il aurait préparé ce que j'avais prévu de dire, et je dis pas du tout ce que j'ai prévu. Et donc ça, c'est en classe, c'est du quotidien. Ah ouais. Donc il y a ça. Donc j'estime les questions bien et intéressantes des élèves pour en expliquer aux sourds. Quand c'est pareil, quand l'élève sourd a une question qui me paraît pertinente, je dis « Ah, il y a une question, il aimerait savoir pourquoi, si ça, et ça relance le débat. » Ça me fait un lien un peu plus d'interaction, mais plus c'est moi qui les ai jugées, ces interactions. Et ça me gêne énormément de me dire « Non, mais cette interaction-là, je vais juste répondre à la question directe, et je trouve que j'ai n'importe quoi cette réponse. » Alors que peut-être ça aurait été intéressant que je la donne. Donc il aurait fallu en fait un co-enseignement et un interprète dans la classe. Et ouais. Idéalement. Et encore, là je suis en train d'imaginer, ça va pas le faire. Ça veut dire il dira quoi? Ce que je dis, ce que l'élève sourd dit, ça sera très très compliqué. Donc ça c'est vraiment vraiment compliqué, et du coup je sais pas trop si je vais réitérer ce principe de co-enseignement. C'était quand même très pratique, et pour les élèves et pour moi, le fait qu'ils soient en classe entière, je les observais pas pendant 1 heure. Ils étaient quand même avec les autres, et dès qu'on partait en mode exercice, j'allais aider tout le monde, et j'étais pas juste à les regarder et à leur demander où ils en étaient. Donc pour eux, c'était plus de liberté aussi, et parce qu'ils ont aussi la sensation d'être toujours scrutés et avoir obligés de nous écouter pendant 1 heure, etc. Et du coup, je les aidais beaucoup moins pendant les exercices. Plutôt, j'allais voir les autres élèves, mais du coup, là, je changeais de langue toutes les 3 secondes. Et mon collègue, lui, allait aider les sourds ou les élèves entendants de façon complètement... s'il était juste à côté et que l'élève avait une question, il essayait de lui répondre comme il pouvait par l'écrit. Donc je pense que vraiment pour l'élève, finalement, c'était quelque chose de plutôt bénéfique, parce qu'ils ont pu avoir des échanges avec un enseignant qui ne signait pas du tout, ce qu'ils vont probablement avoir dans leur futur cursus. Et puis, j'étais pas sans arrêt sur leur dos, ça c'était bien aussi, je pense. Mais pour moi, ma place à moi, elle est compliquée. Heureusement que pour les autres élèves entendants de la classe, ils me connaissaient, je les avais l'année dernière en première. J'étais aussi une enseignante, parce qu'il y a aussi ce problème de non, mais toi, l'élève qui va répondre, toi, de toute façon, tu es la prof des sourds, c'est bon, on nous parle pas. Non, j'avais pas ce problème-là, mais ça peut arriver dans d'autres classes t'es pas ma prof, me parle pas. Du coup, mon collègue était très content, parce qu'il y avait un peu quelqu'un qui faisait la police tout le temps, parce que moi, quand tout le monde parlait en même temps, c'était un peu compliqué, donc je les faisais taire. Ma position est quand même compliquée, de par tous ces paramètres. Mais pour l'autre prof, c'est aussi compliqué de savoir s'il peut avancer. J'en suis au même endroit que lui, parce qu'il comprend rien à ce que je dis, donc il sait pas si j'ai fini de dire. Et si je raconte ma vie avec les petits élèves, peut-être qu'on a des conversations parallèles, et on a souvent des conversations parallèles, parce que mine de rien, quand le concept je l'ai expliqué 1 fois, 2 fois, moi j'arrive pas à l'expliquer 10 fois différemment en langue des signes. Donc je leur demande s'ils ont des questions. Là, s'il y a des questions qui sont bien des autres élèves, je les traduis.
Mais sinon, je leur dis, c'est bon, vous avez compris, machin. Et puis après, on passe à autre chose, en fait, et on attend. Et mon collègue voit que ça n'a pas l'air d'être trop studieux, donc il se dit, ah mince, je suis en retard, et je rabâche un peu ce que je dis. Et souvent, effectivement, il y a beaucoup d'enseignants qui passent du temps à raconter la même chose au tableau avant de laisser les élèves aller faire eux-mêmes, être dans l'action, être dans le travail. Et je pense que il n'est pas là aujourd'hui pour en parler, parce qu'il est avec nos élèves de Terminal S. Mais je pense qu'il dirait aussi que lui, il a appris de ce co-enseignement à les laisser aller plus vite en exercice, parce que parler beaucoup au tableau, finalement, c'est pas que pour les sourds que c'est pénible, c'est aussi pour les entendants, finalement. Et puis, on a un rythme, du coup, qui était beaucoup plus... Comment dire ? C'était beaucoup plus cadré. Bon, là, l'enseignant parle, vous vous taisez, de temps en temps, on vous pose des questions. Et après, les séances où on était tous les deux à passer dans les rangs, à les aider individuellement. Je pense que ça a été bénéfique un peu pour tout le monde, même si finalement, moi, je ne sais pas si je retirerai ça l'année prochaine. À voir avec les situations qui vont se mettre à nous. Je vais revenir juste sur les mathématiques en LSF. Donc, comme ils n'existaient pas, dès que j'ai commencé à préparer mes cours pour mes élèves de seconde, j'ai dit, ok, une fonction. Je dis ok, donc fonction à peu près en langue des signes, mais c'est rien à voir avec le sens profond des mathématiques. Je ne peux pas le traduire comme l'exemple le plus flagrant, c'est la dérivée. La dérivée, c'est pas un bateau qui dérive. C'est pas possible, je peux pas dire ça comme ça. J'ai des collègues qui me disent je vois pas pourquoi tu pourrais pas dire ça comme ça. Parce que pour le concept de l'élève, si chaque fois que je veux dire qu'une fonction est dérivée, c'est un bateau qui dérive, ça va quand même s'entrechoquer avec les idées qu'on essaye de faire passer de concepts mathématiques. Donc très rapidement, je me suis sentie un peu perdue et ça n'allait pas être possible de dicter tous les mots que j'ai à dire ou les écrire au tableau et les pointer dès que j'ai besoin c'était pas possible. J'ai pris contact donc très rapidement avec la collègue de Toulouse qui a des élèves sourds depuis plus longtemps en lui disant j'ai besoin d'aide. Comment tu fais ? Et elle me dit qu'elle me fait part d'un groupe de recherche un peu à l'époque qui n'était pas très officiel avec des enseignants du primaire en langue des signes, sourds et entendants, avec des linguistes en langue des signes, avec un panel de personnes en fait finalement qui n'étaient pas tant matheux que ça, mais des gens bien calés sur la langue des signes. Et elle me dit, nous, on en discute régulièrement des concepts du collège plutôt, parce que c'était surtout la problématique du collège. Mais une enseignante chercheuse de l'université nous a contactés récemment, donc on va peut-être développer ça pour le vocabulaire de l'université. Moi, je lui dis tout de suite, d'accord, le vocabulaire de l'université, mais si on n'est pas d'accord sur le vocabulaire du collège et du lycée, ça ne va pas être possible. Oui, justement. Donc voilà, donc ce groupe s'est un peu officialisé grâce à cette chercheuse en maths, parce qu'un groupe de gens comme ça qui étaient juste enseignants en langue des signes, avec la langue des signes, c'était pas... Ils se voyaient à l'extérieur, c'était pas dans un cadre officiel. Donc ils ont créé un groupe officiel via cette enseignante, chercheuse, à Toulouse. Et elle me dit, mais viens participer, tout ça. Donc... une fois par mois, toutes les 3 semaines, je vais à Toulouse sur mes temps de libre. Donc j'ai un emploi du temps qui est aménagé pour que je n'ai pas cours le jeudi après-midi et le vendredi pour pouvoir y aller, mais sur mon temps quand même. Donc ça veut dire qu'il condense mes 23 heures d'enseignement sur le reste de la semaine pour que je puisse aller là-bas sans rater des cours avec mes élèves. Où je ne suis absolument pas ni rémunérée ni tout ça, mais au moins les trajets sont financés par l'université de Toulouse. Là on les remercie très très fort parce que ça fait quand même beaucoup de trajets, et on discute longuement de concepts mathématiques en langue des signes. Donc les échanges se font entièrement en langue des signes, mais du début à la fin, et il y a des enseignants du primaire qui participent à ça. Donc on est obligé de revoir un peu les maths de base et puis les maths de un peu moins base, et les pauvres, ça va très loin souvent. Ils proposent un signe parce qu'ils sont experts en langue des signes et experts dans leur domaine. Et mathématiquement, ça marche pas ce qu'ils proposent des fois, parce que en fait ça veut dire qu'ils n'ont pas bien compris le concept. Alors on réexplique le concept sans les mots qui nous dérangent. Alors on les écrit au tableau et on les pointe jusqu'à ce qu'on ait déterminé quelque chose.
Et on se met ou pas d'accord sur des signes. On enregistre ensuite, dans l'après-midi, on enregistre les signes pour s'en souvenir, tout le monde, parce que c'est compliqué. Et là, on a pour projet de faire un site internet. Donc, il fallait trouver quelqu'un qui soit d'accord de faire un site internet avec des vidéos, donc un volume de vidéos qui est quand même très lourd. Où est-ce qu'on les stocke? À qui elles appartiennent? Puisqu'on est un groupe de l'université de Toulouse. Enfin, on a eu d'autres problématiques administratives cette année. Et le site devait être créé bientôt. Et on voulait que ce soit très accessible. Enfin, il n'existe pas encore, donc on a une liste de demandes. On ne veut pas que tous les signes bougent en même temps, mais on ne veut pas qu'il y ait à cliquer 200 fois pour trouver un signe. Voilà, du coup, on a vu... Il va y avoir un concept de si on passe la souris sur le mot ou sur la vidéo, elle se met à bouger. Mais ça, c'est pas fait encore. L'ingénieur n'est pas très très content de cette demande. Mais voilà, on a fait plein de devis. Enfin, c'est très très compliqué. Et puis en plus, on se demande quelle légitimité on a, nous, de dire tiens, on va dire qu'on dit ça comme ça. On est qui ? On est deux pauvres personnes, à peu près maîtriser les deux domaines, mais on en a besoin au quotidien. Donc on s'est dit, tant pis, ce sera critiqué, ce sera... forcément, ça va pas plaire, mais nous, on en a besoin au quotidien. Et tous les ans, je me pose la question de, si demain, mes élèves passent l'oral du rattrapage au bac, eh ben, ils vont raconter des choses que l'interprète ne va pas du tout comprendre. Parce qu'on a nos codes à nous, notre langue à nous, qu'on essaye d'officialiser avec Toulouse, mais qui est un peu quand même un truc fait maison comme ça. Ou demain, je change d'établissement, ou voilà, et il se passe quoi? Elle est où la continuité là-dedans? Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut de la continuité, et il faut que ça puisse être officialisé par des recherches et par des choses comme ça, parce qu'il faut que ça puisse perdurer dans le temps. Et toute l'énergie qu'on dépense pour ces élèves, c'est pas les élèves en fait, c'est pas pour eux en fait, c'est pour le concept en général, le bilinguisme français écrit, français, la langue des signes, ça va au-delà. Et le problème, c'est qu'on est tellement peu nombreux à être là-dedans et à s'intéresser et à financer aussi ça, et qu'on se pose la question. Là, notre groupe de recherche à Toulouse se termine en décembre de cette année. Le site n'est pas du tout terminé. Vous imaginez bien que tous les mots mathématiques n'ont pas été vus ensemble pour l'instant. On n'est pas d'accord sur des signes de base, alors c'est compliqué. Il va falloir que ça continue, il va falloir que ce soit subventionné. Ce n'est pas un problème, juste un problème de motivation des personnes, c'est qu'au bout d'un moment, c'est très compliqué. Et le site internet qu'on est en train de créer, est-ce qu'il va... Enfin, un site internet qu'on crée, ça peut très vite mourir, un site, si c'est pas alimenté, si c'est pas mis à jour, si c'est pas... Donc voilà, donc on essaye de faire quelque chose en toute... comment dire ça, en sachant que on n'est pas des experts en langue des signes, et que... Enfin, pas tous, et qu'on fait ça, c'est une sorte de proposition à la communauté mathématique LSF, mais qu'en aucun cas on impose un signe. Alors de temps en temps on a des échanges avec les interprètes justement sur « mais toi tu fais comment ça? Parce que moi je sais pas ». Et ou dans l'autre sens, ça arrive. Et il y a certains signes qu'on a mis un peu ponctuellement, on les a placés et ils marchent très bien avec les élèves, parce que ça aussi, on invente un truc, on crée quelque chose et finalement l'élève il trouve que c'est pas du tout, il va jamais l'utiliser. Et on repart. Et on repart sur le même vocabulaire qu'on avait déjà abordé. On revoit tout. Ou est-ce qu'on avance sur d'autres domaines? Est-ce qu'on revient? Et en fait, c'est tellement une langue vivante, c'est que ça n'a pas de fin, cette histoire. On a du mal à voir la fin, on n'en la verra pas. Mais il y a des mots qui ont pu bien passer. Je pense à impair par exemple, parce que père existe en langue des signes, mais impair n'existe pas. On dit pas père. Sauf que moi, ça me gênait aussi de dire pas père tout le temps, parce que le concept d'impair, il faut quand même qu'il l'ait. Donc on a beaucoup réfléchi là-dessus. Ça, c'était facile parce que tout le monde avait plus ou moins en tête ce que c'est qu'un nombre pair et un nombre impair. Et au début, donc naturellement, une enseignante du primaire
nous dit c'est simple, on fait comme ça. Et je lui dis, ah bon, parce que c'est un multiple de 3 du coup, un nombre impair. 5, ça marche pas ton truc avec 3 là. Ah bah oui, mais du coup, il faut revenir à la notion mathématique derrière. C'est pas juste un nombre pas pair et c'est pas forcément un multiple de 3. Donc, débat. Et on en est arrivé à dire, bon, mathématiquement, c'est quoi? Donc, c'est un nombre pair plus 1. Donc, c'est toujours, on peut les mettre par 2, sauf il en reste 1. D'accord, donc du coup, on est parti là et on est pas. Ok, c'est simple, impair. On les met tous par 2 et il nous en reste 1. Évidence. On l'a mis, on l'a donné aux élèves, évidence, ils le gardent. Voilà. Mais il y en a, le parallélogramme, c'est un peu moins évident. Voilà, pour tout le monde, pour eux, pour nous, pour la communauté. Du coup, ça donne qu'en cours, on a quand même 4 langues. Et on doit gérer les 4. Entre ce que je leur signe, ce qu'ils écrivent en français, une phrase française pour une phrase réponse, ou en maths quand ils sont dans des calculs quand même. Parce qu'une équation, ils vont écrire égal, très bien. Mais dans une phrase, on ne peut pas écrire égal au plein milieu, ça ne marche pas. Donc il faut qu'ils écrivent équation, ou inéquation. Et du coup, on fait les 4. Et ça prend un temps fou. Et ça, c'est pas... On a un nombre d'heures qui est limité, avec un programme à respecter qui est le même, puisque moi, mon inspecteur à moi, c'est un inspecteur de maths, et il n'est pas du tout sensibilisé à ce genre de problématiques. Et je pense que le jour où il viendra m'inspecter, il viendra dans une classe ordinaire, parce que c'est trop abstrait pour lui, et il ne pourra pas me juger en langue des signes, puisqu'il ne comprendra pas ce que je dis. Et que l'interprète qui pourra peut-être être là, lui, ne comprendra pas non plus forcément ce que je dis. Voilà. Ça va peut-être pas beaucoup l'intéresser non plus. Et ça va peut-être pas beaucoup l'intéresser non plus, parce que je les ai sollicités souvent en leur disant je peux élaguer un peu le programme pour revoir les choses du collège, pour revoir des bases, machin, et ils m'ont jamais répondu. Donc voilà, et on se sent très seul face à ça. Et en plus, quand on a... je sais pas si c'est en plus, mais moi je construis mon enseignement là-dessus, parce que je suis jeune et parce que j'ai commencé il y a pas longtemps. Et je me dis que ça fait beaucoup de choses à faire en même temps. Et en plus, la langue des signes, il faudrait que j'ai des cours en plus, parce que j'ai un niveau qui n'est pas suffisant. Mais quand on fait ça déjà toute la journée, et qu'en plus on prépare nos cours tout, jour et nuit, on n'a pas trop envie de refaire des cours de langue des signes nous-mêmes. Plus les allers-retours à Toulouse. Ça fait beaucoup. Je voulais passer un message de la part de notre enseignante de français, du coup, parce qu'elle aurait voulu pouvoir être là, parce qu'elle s'était beaucoup plus adaptée que moi en maths. Mais elle se bat régulièrement pour que les élèves sourds ne passent pas l'option langue des signes, parce qu'ils ont 20 donc chaque année, puisque forcément c'est l'option qui est présentée pour les entendants, donc forcément ça va être facile pour eux. Et au contraire, ils passent le français écrit comme les entendants. Donc ils passent les corpus de lettres et machin, avec les allégories. Pour elle, ça n'a aucun sens. Donc elle se bat pour qu'il y ait une sorte de création de français langue seconde au ministère. Donc ça rejoint exactement ce que tu disais tout à l'heure. Mais ça pose des questions. Et comme tu disais, il y a des parents qui vont s'opposer à ça. Parce que non, on veut qu'ils aient le même enseignement. Oh oui, non, mais alors le même enseignement partout. Oui, des fois c'est partout. Donc ça c'est très compliqué, même si c'est pas adapté à leur situation, ni finalement à leur futur, parce que moi je vois, ils passent le bac de français, j'étais première. Ils demandent le dictionnaire, parce que du coup la prof de français elle propose l'utilisation d'un dictionnaire pour essayer de les rendre plus autonomes face au français écrit. Et elle donne un texte de Victor Hugo et il commence à en parler. Et un élève qui dit « Je peux prendre le dictionnaire ?» Elle dit « Oui, vas-y. » Il prend le dictionnaire, il ouvre, il cherche. Par curiosité, elle se penche et elle lui dit « C'est quel mot que tu cherches ?» Il lui montre. C'était écrit « boulangerie ». Donc on passe le bac de français quand on ne sait même pas reconnaître boulangerie dans un texte. Du coup, le texte de Victor Hugo, il lui est passé. Alors que boulangerie, on le voit écrit dans la rue. Et tous les autres mots qui sont pas écrits, qui sont pas dits, mais on se dit mais c'est pas possible pour cet élève-là, c'est pas possible de passer le bac de français. Et moi en maths, il répond sans arrêt à côté du sujet. Il a de très mauvaises notes parce qu'il répond pas à la question qui lui est posée en maths. Alors que si je lui passais des oraux, des directs, je sais pas comment on dit ça.
il a bien appris sa leçon et il sait faire, mais il ne comprend pas les mots qui sont écrits. Et quand on lui dit que c'est pas adapté, que aller en terminale, c'est l'envoyer vraiment dans un cas de détresse pour lui, il ne comprend rien, il travaille, et après ça ressort même pas ce qu'il a travaillé et appris à la maison, puisqu'il n'a pas répondu à la bonne question, etc. Il va être corrigé comme un entendant, donc avec des phrases, franchement, ça se voit que c'est pas écrit par quelqu'un qui entend. On se dit que c'est pas adapté, quoi. Et il va dire non, mais je vais aller en terminale. Et ok, il va aller en terminale. Et qu'est-ce qui va se passer après? Il va refaire une terminale et après. Donc on se bat aussi pour des ouvertures de lycée pro ou d'autres choses. Mais comme nous, notre dispositif est très attractif dans le sens où c'est quand même beaucoup en langue des signes avec souvent quand même le plus possible d'enseignants qui connaissent la langue des signes et leur matière, c'est attrayant. Mais par contre, c'est pas toujours adapté à tous les élèves qui sont forcément sourds. Juste sourds, ça veut pas dire adapté au lycée général. Déjà, un entendant, c'est pas toujours adapté. Mais alors, un enfant sourd qui vient d'un milieu ou d'un autre, d'un établissement ou d'un autre, c'est très compliqué. Mais quand même, ceux qui sont en échec, c'est systématiquement des élèves qui ne viennent pas de l'école, qui viennent des établissements. Et ben, celui en question, oui, sauf celui-là. Et puis, oui, après, il y a quand même, globalement. Je reviens aussi rapidement sur la loi de 2005 parce que quand même, toutes les académies sont censées proposer du coup un enseignement bilingue à tous les sourds qui en auraient besoin. Donc c'est pas du tout représenté puisqu'il y a Toulouse et Lyon et plus ou moins Poitiers. Je le mets un peu entre parenthèses. Et à Toulouse, ils respectent pas du tout la loi de 2005 parce que c'est pas contre eux, hein, mais parce que c'est trop compliqué d'avoir toutes les filières pour tous les élèves qui demanderaient la moindre chose. Pour l'instant, c'était S ou L. Bon, ça va être complètement dissous avec la réforme du lycée, mais globalement, ça veut dire pas de bac technologique. Donc, tous les élèves de Toulouse qui voulaient continuer une scolarité viennent donc à Lyon. Et nous, on doit ouvrir toutes les filières presque pour s'adapter à ces élèves, alors que normalement, en loi de 2005, chaque académie doit répondre aux besoins de leurs élèves. Et ça cause, du coup, chez nous, des problèmes de... un élève pour une classe, on ouvre, ça coûte X, l'établissement va devoir rogner sur ça et avoir tant d'heures d'enseignement, parce que finalement quand je co-enseigne, je coûte comme si une classe en plus était créée, puisqu'il y a 2 enseignants qui sont payés pour la même heure. Ça cause vraiment, vraiment des problèmes et la loi de 2005 est magnifique sur le papier, mais irréalisable, mais à un point qui est inimaginable. Et puis tous les jours, enfin même moi qui suis dedans du coup depuis 4 ans, tous les jours je me dis ah ouais non c'est pas possible, c'est impossible à respecter.